Grand bonjour à tous et à toutes, merci d'être avec nous. Je suis Marcelin Gauvoy, toujours très heureux d'être en votre compagnie. Du lundi au vendredi sur RTI1 en direct, en intégralité, en inédit, c'est Matin Bonheur, le coq infatigable qui chante et qui vous réveille, qui vous tend les bras. Bonjour Fatim. Bonjour Marcelin. Et surtout, au nom de toute l'équipe ici, joyeux anniversaire. Est-ce qu'on peut applaudir quand même Fatim? On peut entendre quand même, oui. Merci. C'est la mère Noël, hein, c'est la mère Noël d'aujourd'hui. Elle est ravissante dans son rouge comme ça. Et on vous souhaite tout le bonheur du monde, surtout que vous démarrez votre carrière à l'antenne. Je vous souhaite avoir une carrière vraiment magnifique avec tout ce que cela comporte comme apprentissage douloureux. Merci d'être en notre compagnie. Au sommaire de cette émission, le droit, vous le savez, c'est mardi. Hein. Mardi, il y a droit avec aujourd'hui les sanctions financières inhérentes aux entreprises commerciales. Ce sera l'affaire de notre spécialiste, Maître Koné Kiyo. Bien. Et puis, vous le savez, hein, à l'instar de la belle couleur de la tenue de Fatim Djedje, c'est la fièvre de Noël qui s'empare de notre pays, dans toutes les poches, vraiment toutes les régions de notre pays. C'est Noël, les enfants ne respirent que par ça. Et puis, il y a des jouets chers, inaccessibles. Et puis, il y a des jouets de seconde main qui font l'affaire des parents. Ce sera donc la quintessence d'un reportage magnifique donc, de notre reporter Guillaume Zéré qui est allé au cœur d'Abidjan de cette débrouillardise-là pour avoir des cadeaux pour les enfants avant le jour J qui, vous le savez, approche. Mais avant tout cela, mesdames et messieurs, on ouvre toujours avec la mère Noël de la titrologie. Rebonjour Fatim. Coucou Marcella. Le jingle, non? Allez, c'est parti. Bonjour à tous et tout de suite les titres de vos journaux de ce mardi 19 décembre, date ô combien mémorable, Marcelin vient de le dire, 2017. Fraternité Matin revient sur l'inauguration du centre de radiothérapie hier par le chef de l'État, Alassane Ouattara, dans le cadre de la lutte contre le cancer. Autre sujet, la présidence de l'ANC en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa succède à Jacob Zuma. Ce matin, l'intelligent d'Abidjan vous propose le décryptage de l'interview de Sidi Diallo accordée à la RTI le dimanche dernier. Et le quotidien révèle aussi que plus de 80% des travailleurs du secteur public vont sans toit à la retraite. L'Expression s'interroge sur la délivrance des cartes nationales d'identité et les duplicata. Pourquoi ça dure? Autre interrogation au sujet de la fête de la Nativité. Un musulman peut-il offrir un cadeau de Noël? On parle aussi de religion. À la une de Nouveau Courrier, le pasteur Mohamed Sanogo fait de graves révélations sur la situation socio-politique du pays. Le journal affirme aussi que le régime a saisi la maison de l'ex-DG de la Sotra, Philippe Atté. La politique s'invite en une de l'Inter, PDCI RDA, révélation sur la crise Adjoumani Guikawe. Le journal donne la position du président Bédié à ce sujet, dont le parti s'affiche en une de Notre Voix, qui titre « Comment le PDCI cherche à déjouer des plans du RDR ». Et on apprend aussi à la une de Notre Voix que les techniciens du ministère de l'Agriculture menacent. On se retrouve pour le détail de certains de ces articles tout à l'heure pour la revue de presse, 6h45. Exactement, dans 45 minutes, Miss Gigi, on se fera le plaisir d'être avec vous à nouveau. N'oubliez pas, j'ai votre cadeau, j'ai votre cadeau, mais je l'ai commandé un peu en retard, donc il arrive par bateau. Donc il va falloir être patiente. J'espère que ce n'est pas un abonnement à la presse. Ah oui. S'il vous plaît. En tout cas, c'est mon cadeau, mais qui vient vraiment avec beaucoup de patience. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, en ce 19 décembre 2017. On se retrouve dans quelques instants, mais avant, sachez qu'aujourd'hui, nous commémorons la naissance d'une icône de la musique internationale, de la musique française, de la musique tout court. Non, je ne regrette rien. Énormément de titres. Edith Piaf, donc, qu'on regrette aujourd'hui, qui, je le rappelle, morte à Placassier dans les Alpes-Maritimes. C'était donc le 19 décembre 1900. Elle est née donc le 19 décembre 1915, décédée, vous le savez, donc le 10 octobre 1963. Une vie intense. Et puis, bonne fête aux urbains et variantes masculines urbains, urbano et aux féminines urbaines, urbani. Et puis, on n'oublie pas aussi que la pilule contraceptive a 50 ans. Oui, 50 ans aujourd'hui. Sans oublier cette information détail pour tous les férus de sport. Le ballon d'or décerné incessamment, mais ballon d'or africain, donc entre 3 personnes, 3 joueurs, Aubameyang, Mohamed Salah
et Sadio Mané. Voilà, ça tombe bien. Qui dit ballon d'or dit sport. Qui dit sport dit gym. Qui dit gym dit maintenant. Bonjour Eva, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors aujourd'hui on va continuer sur notre lancée de Strong by Zumba. Ça va être un peu plus dynamique qu'hier, donc juste vous assurer que vous n'avez pas des objets autour de vous parce qu'on va quand même faire des petits déplacements gauche-droite. Et j'ai Rosemary et Esther avec moi pour rendre le tout un peu plus dynamique. Donc si vous êtes prêts, on va commencer par des petits échauffements au début. On va faire des rotations d'épaule vers l'arrière. Petite rotation d'épaule vers l'arrière, on change de sens, rotation d'épaule vers l'avant. On va lever les bras au-dessus de la tête, on va redescendre, encore. On ramène, encore. On en fait deux autres. Excellent, on va monter les genoux dans la poitrine. On va garder les jambes écartées, un peu plus que la largeur des hanches, les orteils vers l'extérieur. On va descendre comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. On va rester 5, 4, 3, 2, 1. On remonte. Encore une autre fois, on redescend et on reste 5, 4, 3, 2, 1. On revient. Une petite dernière, on descend. On reste 5, 4, 3, 2, 1 et on remonte. On court tout doucement sur place. Et quand vous êtes prêts, on est parti. Alors, on va commencer par des petits déplacements gauche-droite. 1, up. Encore. On se déplace à droite. 1, 2, 3, tourne. 1, 2, 3, tourne. On s'assure de bien croiser les jambes en arrière. Up. Up. On rajoute un coup de poing. Boum. Frappe. Frappe. On revient, on reste ici, fente arrière, et on revient. On en fait deux, et on revient. On essaye de garder le dos bien droit. Encore. Et on change de jambe. Hop. Et on revient. Encore. Et on revient. Et on respire. Une, hop, on avance. On recule en courant un tout petit peu. Et on repart. Et on court. Hop. Petit déplacement sur le côté. Change de côté, go. Et on change de côté, on rajoute des points. Hop, hop, hop. On change de côté. Excellent. On respire. Jambes écartées, on change. On pense à garder le poids vers l'arrière, on change. Encore une fois. On reste, on descend, squat. On reste ici. Et on remonte. Encore. On remonte, déplacement. 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3, genoux. Toujours avec le sourire. 1, 2, 3, points en bas. On appelle ça des uppercuts. 1,
1, 2, 3, frappe. Et marchez. Marche. Jambes larges, squat, hanche, pointe de pied. Descends, remonte un tout petit peu. Encore. Il n'y a rien de mieux pour se réveiller le matin, n'est-ce pas? Hop, et on revient. Excellent tout le monde. Excellent tout le monde. On marche tranquillement, on récupère. J'espère que ça vous a réveillé. En tout cas, nous, ça nous a fait du bien. Alors, je vous dis merci d'avoir été avec nous et on se revoit dès demain pour la suite de la Strong by Zumba. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Kadi, à vous aussi, excellente journée. Hein. Si vous venez maintenant de nous prendre en marche, de vous réveiller, vous êtes sur RT1, l'émission c'est bien sûr Matin Bonheur. Nous sommes le mardi 19 décembre 2017. Vous savez, les incontournables de cette émission, c'est l'information, vous guider, vous sensibiliser, vous aider à vous réveiller du bon pied, bonne humeur. Dans un instant, sur ce plateau, notre spécialiste jouet, il va nous parler des jouets électroniques. Il va nous convier, tendre la main et nous prendre la main pour un voyage magnifique au cœur des cadeaux, des cadeaux tendance, des cadeaux high-tech. Ce sera avec notre très cher, bien nommé Noël Kofi, un monsieur qui s'appelle Noël, qui va venir nous parler des cadeaux. Ça fait bien, ça fait du bien. 6h08 partout en Côte d'Ivoire. Voici maintenant le point route. C'est parti. Premier tronçon, c'est bien sûr aux deux plateaux dans la commune de Cocody. Le jour se lève et puis le train-train, le balai habituel de véhicules commence tout doucement sur l'asphalte déjà bien préparé. Honneur à ces femmes qui se lèvent très tôt pour rendre la ville propre, à tous ces soldats de la propreté de la ville. Ça fait plaisir de voir ça comme ça. Voilà. Histoire de dire qu'au niveau de la circulation, ça va. Alors, qu'en est-il du boulevard lagunaire qui nous donne cette vue imprenable d'Abidjan? Regardez comment c'est joli, comment il fait bon vivre dans ce pays magnifique avec ce plan-là. Vraiment me fait encore aimer ma capitale administrative. Alors, les voitures, on a quand même du trafic hein, pour cette heure de la journée. Ça augure vraiment d'un trafic dense hein, dans quelques heures par rapport aux préparatifs, vous le savez, des fêtes de Noël et de fin d'année en général. Trècheville nous fait les yeux doux. La commune Zassa referme donc ce premier point route avec un calme plat. Un calme plat, pratiquement pas de trafic. Voilà. Bref, la ville se lève, mesdames et messieurs. La fête de Noël, on ne le dira jamais assez, c'est une fête où il y a la joie, il y a la frénésie, mais où parfois aussi, il y a beaucoup de difficultés, notamment pour les parents. Comment choisir les cadeaux des enfants? Où les choisir? À quel prix? À l'approche donc de la fête, les prix, vous le savez, augmentent. C'est comme ça depuis bien des années maintenant. Alors, il y a une trouvaille de certains parents, les jouets de seconde main qui font la concurrence aux nouveaux. Oui, on peut avoir des jouets de seconde main déjà moins chers et puis accessibles à tous. Donc, c'est juste dans une poignée de jours donc qu'il va falloir découvrir ces jouets-là sous le sapin. Et quand les enfants vont découvrir, ils ne vont pas chercher à savoir si c'est premier, deuxième, troisième ou 17e main. Mais c'est cette joie de Noël-là et cet effort des parents qui sera récompensé. Allez, reportage. Pour la fête de Noël, il y a ces cadeaux neufs à offrir aux enfants. Mais il y a aussi ceux-là, des cadeaux de seconde main, de la friperie. Comme les premiers cités, on les retrouve sur tous les marchés. Et ils sont aussi nombreux que variés. On voit tout, il y a des tablettes, il y a tout qui fait en musique, il y a marche bébé aussi, il y a des vélos. Poupées, vélos, téléphones et bien d'autres gadgets encore. Ces étalages précaires, un vrai paradis pour les enfants et un véritable oxygène pour la bourse des parents. Chez moi ici, c'est moins cher, mais l'autre côté là-bas, c'est plus cher que ça. Parce que ici, on peut vendre les marchandises au moins à 1000 francs et à 500. Mais dans les magasins, les poupées quoi, peuvent coûter au moins 13 000, 15 000. Donc c'est ce qui nous amène ici la clientèle un peu. C'est plus solide, en plus c'est joli, c'est durable. C'est pas, mais ça, c'est moins cher. Il y a pour 500, il y a pour 1000 francs, il y a pour 1500, il y a tous les prix. Comme dans les magasins ordinaires,
Ici aussi, l'affluence est grande en cette période de fête. Et si ces étalages sont déserts sur les images, c'est seulement parce que les clients se sont terrés à la vue de notre caméra. La seule qui a bien voulu nous parler sous le couvert de l'anonymat dit beaucoup de bien de ces gadgets de seconde main. Quand je suis passée dans un supermarché voir les prix des ordinateurs, là-bas c'est à 30 000 francs l'ordinateur. Donc elle me dit 10 000 francs. Donc il y a une très grande différence. C'est la même marque de jeu. Donc 10 000 francs et puis 30 000 francs, il y a une très grande différence. Donc j'ai voulu prendre pour elle 10 000 francs. Jouets solides, de bonne qualité et bon marché de surcroît. Mais ces jouets ne sont pas toujours en bon état. L'exemple de l'ordinateur que cette dame a voulu offrir à sa fille. Vous pouvez voir l'ordinateur même. C'est pareil, il y a un défaut dessus. Tous les jeux que je prends, je veux changer, c'est pareil. Il y a toujours un petit défaut. Soit il y a quelque part qui est cassé, c'est gâté, ça ne marche pas. La fête de Noël est là. Les jouets aussi. Qu'ils soient offerts tout neufs dans leur emballage ou en seconde main, ils font toujours le bonheur des tout petits. En tout cas, ça fait plaisir. Hein. Vraiment, l'essentiel, c'est de louer l'envie des parents. L'objectif, c'est faire plaisir aux enfants. Bien sûr, absolument. Et puis, la vie est tellement chère. Les jouets, en particulier les choses en général, hein, deviennent de plus en plus chères. La cherté de la vie fait que plan B, tout de suite, pour parler de cadeaux. Tout à fait. Bonjour, M. Noël Koufi. Bonjour, Marco. Ça va Bonjour bien à tous. Ça va très bien, Aujourd'hui, on va merci. parler avec vous des jouets technologiques. Ce sera juste après ça. Qu'est-ce qu'on entend par jouets technologiques? Alors, les jouets technologiques, c'est tous les jouets qui intègrent des puces, qui intègrent des fonctionnalités technologiques, en fait, qui intègrent une technologie, une amélioration et qui évoluent au fil du temps. Donc, les jouets étaient d'abord basiques, c'était des jouets tout simples. Et au fur et à mesure qu'on a de nouvelles technologies, les inventions, tout ce qui est innovation, qui est intégré donc aux jouets et qui permettent de les rendre technologiques, de les adapter aux besoins des enfants, à leur évolution, faire en sorte qu'ils puissent être utiles et agréables à tous les enfants. D'accord. Alors, vous en avez plein dans votre besace aujourd'hui. Absolument. Vous pouvez les citer, il y a quels? Bien sûr. Nous allons démarrer déjà par les ordinateurs pour enfants. Ensuite, nous allons attaquer les consoles de jeux vidéo qui ont d'ailleurs bien évolué. Et nous aboutirons ensuite au casque de réalité virtuelle et au overboard. D'accord. Alors, on ouvre avec les ordinateurs pour enfants. On démarre déjà avec les ordinateurs pour enfants. Donc déjà, les ordinateurs pour enfants sont de véritables PC, de véritables ordinateurs qui sont un peu modèle réduit. Donc ils intègrent des activités, de nombreuses activités. Ils sont même parfois multilingues. Donc ils parlent plusieurs langues, anglais, français, espagnol et tout. Voilà, ça permet donc d'ouvrir l'esprit des jeunes et de les adapter à tout ce qui est informatique dès le plus bas âge. Donc ils sont recommandés déjà à partir de 6 ans. Donc, dès 6 ans, on peut lui acheter un ordinateur pour enfants avec des fonctionnalités. Donc, l'ordinateur intègre la voix. Les activités sont audio, elles sont donc parlées, l'enfant entend et il peut au fur et à mesure utiliser les différentes activités à l'intérieur. Ce sont des activités aussi bien ludiques, donc de purs jeux, des jeux éducatifs, mais adaptés à son âge. Donc, ça permet de suivre les cours à l'école, ça permet de développer la créativité de l'enfant. Donc, ce sont des jeux conçus pour juniors. Ils permettent de découvrir et d'améliorer les connaissances de l'enfant, n'est-ce pas, à partir de 6 ans, donc recommandé. C'est pas dangereux pour les yeux, tôt comme ça, à 6 ans? Non, les écrans sont adaptés. Ce sont de tout petits écrans. Ce n'est pas des grands écrans comme les ordinateurs seniors, comme les PC que nous avons à la maison, mais c'est adapté pour les enfants avec des pixels assez grands. Donc, dès 6 ans, on peut reconnaître assez bien les images. Certains ont des écrans couleurs, donc d'autres sont plus ou moins blanc-noir. Mais il y a de très belles évolutions à ce niveau-là. Donc, avec la souris, l'enfant s'adapte à tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est informatique. Et au fur et à mesure, il développe des aptitudes pour tout ce qui est informatique et tout ce qui est jeu éducatif, en fait. Donc, il faut faire la différence entre les ordinateurs pour enfants et les tablettes éducatives. Les tablettes éducatives, c'est des tout tactiles. Donc, c'est uniquement l'écran et tout se fait directement sur l'écran. Par contre, les ordinateurs pour enfants, il y a le clavier, il y a la souris à côté et l'enfant a donc exactement les mêmes fonctionnalités qu'un ordinateur normal, mais adapté à son âge. Donc, c'est parfaitement fonctionnel. Il y a des histoires qui sont racontées, donc c'est audio, l'enfant entend. Il y a donc des jeux également, il y a des poèmes. C'est vraiment un tout avec des activités de mathématiques, des sciences et tout. Et au fur et à mesure, l'enfant peut s'adapter et évoluer de façon adaptée avec son âge, en fait. Donc, c'est vraiment des éléments très utiles qui fonctionnent parfaitement. Ça, c'est ce qui concerne les ordinateurs pour enfants. C'est ce qui concerne donc les ordinateurs pour enfants. Et l'autre avantage, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin de code. Il n'y a pas un mode enfant et un mode adulte. C'est uniquement enfant avec des activités dédiées aux enfants, les mathématiques, déjà paramétré les sciences. comme ça. Exactement. Donc, c'est livré d'office, c'est directement conçu ainsi.
D'accord. Et ensuite, nous allons aller dans quel univers Ensuite, maintenant? nous allons attaquer carrément les consoles de jeux vidéo. D'accord. Donc, les consoles de jeux vidéo évoluent avec le temps. Les premières qu'on a conçues, c'est déjà la grande famille des consoles portables, donc les consoles de jeux vidéo portables et les consoles de jeux vidéo de salon. Ça se répartit ainsi. Les consoles de jeux vidéo portables, il y a bien entendu les jeux qu'on a connus bien avant, en noir et blanc. Avec les consoles, on peut se déplacer avec, on intègre l'écran. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que les jeunes ont besoin de plus. Donc, les consoles s'adaptent et on peut aujourd'hui jouer à la fois sur un écran de télévision comme sur la console, en fait. Donc, c'est vraiment la grande évolution avec les consoles de jeux vidéo. Mais elles intègrent également un très grand nombre de fonctionnalités, notamment des accélérateurs, des gyroscopes qui permettent de jouer désormais avec le mouvement. Donc, l'utilisateur tient la tablette en main et en l'inclinant, en bougeant dans un sens comme dans un autre, il peut être en parfaite interactivité avec le jeu et c'est complètement immersif. C'est vraiment l'étape supérieure, en fait. Donc, les jeux sont tout à fait bien conçus, aussi bien à la télé. Voilà, quand on joue, par exemple, on change de chaîne, on ne peut plus avoir accès à son jeu. Donc là, la console de jeux vidéo portable est beaucoup plus utile, permet de continuer le jeu en main, également en situation de mobilité. Mais elles s'adaptent également, elles intègrent maintenant des stylets, elles permettent de dessiner directement sur la tablette, sur la console, et c'est très pratique. De nombreux jeux, elles intègrent, comme j'ai dit, des accéléromètres, des gyroscopes, tout ce qui permet de contrôler le jeu avec le mouvement. Vous allez donner envie aux enfants qui nous regardent ce matin. Et c'est vrai que c'est très intéressant. C'est vrai que c'est très intéressant. Donc, on passe de la console de salon à la console portable avec de très belles évolutions. On continue à jouer lorsqu'on est en mouvement et le jeu continue quelle que soit la situation. Situation de mobilité, en avion, en déplacement, on a la console de jeu et on est tranquille. On joue sans aucun problème. Les consoles s'adaptent, elles intègrent de nouvelles fonctionnalités avec des manettes amovibles. On peut contrôler le jeu directement sur les manettes et l'écran sert uniquement à afficher le jeu. Mais on passe également avec les consoles à de nouvelles fonctionnalités qui intègrent désormais le mouvement. Donc, les manettes ne sont plus immobiles, comme on avait l'habitude de les connaître. Elles sont désormais mobiles, on peut désormais les bouger et elles sont en interaction parfaite avec les jeux qui sont conçus. Donc, chaque mouvement est analysé avec des consoles. Chaque fournisseur, chaque constructeur crée sa propre technologie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le mouvement est désormais utilisé et le joueur est carrément en interaction directe avec le jeu. Avec cette grosse innovation-là, elle intègre carrément une caméra et on supprime complètement les manettes. Donc, c'est l'utilisateur qui fait directement les mouvements et elles sont reprises par le jeu à l'intérieur de la télé. C'est carrément immersif. On n'a plus de manette, il n'y a plus rien du tout. C'est l'utilisateur qui est directement à plonger à 100% dans le jeu. Et c'est parfaitement fonctionnel, c'est très innovant. C'est l'étape supérieure, en fait, en matière de jeux vidéo. Et c'est cher aussi? En termes de prix, ce n'est pas aussi cher. De l'ordre de... Monsieur Kofi, quand même, pour les bourses... Pour la technologie intégrée également, c'est de belles innovations. Est-ce que mon ami qui habite à Broma-Côté peut offrir ça à son enfant? Déjà, la console de jeux vidéo vendue séparément est de l'ordre de 150 à 200 000. Voilà. Là, c'est uniquement la console. Ça, ensuite, la fonctionnalité qui est vendue séparément, qui est également à côté, c'est un accessoire, tourne autour de 50 à 100 000. Donc, il faut savoir que c'est vrai que la facture monte un peu, c'est pas tout à fait salé, ça commence à l'être, mais c'est toute une ère de technologie que vous offrez à votre enfant. Super salé pour certaines bourses, quand Effectivement. même. Et donc, les jeux vidéo évoluent toujours et là, on passe carrément au casque de réalité virtuelle. Donc, l'objectif des constructeurs, c'est de faire en sorte que les jeux soient de plus en plus immersifs. Donc, l'utilisateur est plongé à fond dans le jeu qu'il joue. Il porte donc un casque. Il est acteur, il est dedans. Acteur, absolument. En immersion. En immersion totale. Donc là, il voit complètement le jeu auquel il joue et le jeu suit son mouvement, en fait. Lorsqu'il regarde à gauche, la vidéo passe à gauche. Lorsqu'il regarde à droite, l'élément passe à droite. Et il est complètement, aussi bien en audio qu'en vidéo, plongé dans le jeu. Donc, c'est carrément de la très haute définition. C'est des écrans qui sont à l'intérieur du casque de réalité virtuelle et l'utilisateur est plongé à l'intérieur. Il y a des détecteurs. C'est vraiment une pléthore de technologies qui sont associées pour aboutir à ce résultat-là. Et c'est énorme, en fait. C'est énorme en termes d'innovation, en termes d'utilisation. Donc, ce sont de très beaux cadeaux pour les enfants. Il faut également regarder les passions de l'enfant. S'il est très intéressé par les jeux vidéo, par les innovations technologiques, ce serait un très beau cadeau. Quid des addictions? Effectivement, c'est vrai que... Mais il y a de belles innovations à apporter. Il y a de belles innovations. Oui, vous, c'est le volet innovation. Nous aussi, il y a le volet sécurité psychologique, psychique des enfants et des grands aussi, hein, parce que là, tout le monde dit... Est-ce que les addictions, c'est une réalité? Mais je pense qu'effectivement, à un certain moment, on est carrément à fond dans ce qu'on fait. Voilà. Et ça permet aussi de développer des atouts. Donc, pour l'avenir, de développer des passions. Et au fur et à mesure, je pense qu'on peut révéler de nombreux aspects positifs.
Donc, les casques de réalité virtuelle augmentent et ça passe désormais à la réalité augmentée. Donc, la différence entre le casque de réalité virtuelle... La fameuse réalité augmentée. Et la réalité augmentée, c'est que la réalité augmentée ajoute un contenu à l'existant. Le casque de réalité virtuelle, il est complètement opaque, il est fermé et on a l'écran à l'intérieur qu'on regarde. Par contre, avec la réalité virtuelle, on se base sur l'existant et on ajoute du contenu, des informations, des vidéos et tout. Donc, on est dans la réalité et on augmente cette réalité, on l'améliore carrément. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et les overboards maintenant? Les overboards, donc c'est très pratique, ce sont des planches. C'est assez rare quand même. C'est les cadeaux à la mode depuis quelques années. Bien sûr, ça prend au fur et à mesure. C'est vrai que les coûts sont encore un peu élevés. Après les tablettes, après les ordinateurs, voilà, chaque année, les enfants ont des exigences vraiment assez poussées. Absolument, absolument. Alors, les overboards, c'est très innovant. Hein. C'est toujours des planches avec des roues, mais ça intègre des accéléromètres, des gyroscopes et tout, de sorte à rester horizontal, à ne pas tomber. Mais ce qu'il faut savoir pour les parents, c'est qu'il faut penser également aux protections. Oui. Parce que les genouillères, les casques. Exactement, les casques. Parce que l'appareil est vendu, mais pas avec les accessoires forcément. Mais les parents doivent s'attarder sur les accessoires pour protéger les enfants. Donc, tout ce qui est objet mobile, vélo, roller, overboard aujourd'hui, il faut penser à protéger les enfants avec les genouillères, les casques, les accoudoirs et tout pour protéger les enfants. C'est très important. Et également s'attarder sur la garantie. Donc, ce sont des équipements électroniques, des équipements électriques. Il faut penser à la garantie vis-à-vis du constructeur afin que, quel que soit le défaut, quel que soit le problème qu'on rencontre en cours d'utilisation, on puisse toujours le retourner au constructeur afin qu'il corrige le problème. On a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Alors, maintenant, je sais que ça, c'est pas peut-être votre rayon, mais quel cadeau technologique vraiment à prix accessible à tous? Je pense que dans un premier temps, je m'attarderai d'abord sur l'âge de l'enfant et sur ses préférences en fait. Je pense qu'on voit un peu déjà se dessiner plus ou moins avec l'enfant ses préférences, s'il s'attarde sur la musique par exemple, ou alors s'il a des préférences pour le dessin, on peut lui offrir un contenu de ce genre. Oui, on peut avoir, il peut avoir la préférence, mais il y a la contagion. Hein. Vous savez, le voisin qui a son roller, la voisine qui a son overboard, il y a toujours une influence. Hein. On se dit, ah oui. Absolument. Et c'est là où le bas blesse au niveau des parents. C'est une véritable hantise parce qu'il y a des parents, moi je connais des parents qui ont l'habitude de scanner un peu hein, aux alentours des amitiés des enfants, voir un peu les genres de cadeaux et par rapport à ça, offrir des cadeaux. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais certains parents s'y adonnent afin de pouvoir donner un cadeau qui va satisfaire et puis préserver aussi, on va dire ça comme ça, la dignité de l'enfant. Bien sûr. Effectivement, il y a donc, on a tendance à copier un peu ce que le voisin fait, mais je pense qu'on doit passer à l'étape supérieure, s'attarder plus sur les préférences de l'enfant. C'est vrai qu'il y a toute cette influence-là, on vit en société et il y a forcément ces éléments-là qui nous touchent, mais le plus important, c'est de satisfaire les enfants, de leur faire plaisir, tout en conservant leur sécurité. Et puis, tout ce que vous venez d'énumérer là, il y a une portée des fois aussi didactique, pédagogique. Absolument. De plus en plus, tous ces jeux-là, ça rime à des fonctions pédagogiques, éducatives. Voilà, on a l'impression que les constructeurs ont pris en compte le volet addiction. Bien sûr. Donc, c'est vraiment d'avoir des contenus au niveau pédagogique pour montrer, pour apprendre, pour faire découvrir. Il y a de moins en moins de violence. Absolument. Ça, c'est très important. Absolument, c'est très important. Donc, au niveau, par exemple, des tablettes pour enfants, on a des applications qui sont aujourd'hui très éducatives, donc ils développent cet aspect-là. Et c'est très important pour les enfants, surtout que c'est à partir d'un certain âge, donc il faut pouvoir mettre en avant l'éducation et ajouter un côté ludique. Et ça permet de développer la créativité, de développer le volet éducation, le volet formation, tout en divertissant l'enfant. Donc c'est quand même très important, il faut s'attarder dessus. Les consoles de jeux vidéo, c'est très intéressant, mais effectivement, les jeux, aujourd'hui, développent ces atouts-là, développent des volets beaucoup plus éducatifs, beaucoup plus formationnels, plutôt qu'uniquement le côté ludique, uniquement le côté distraction. Donc ça, c'est un cas, on en discutait la dernière fois avec Eva. Est-ce qu'en 2018, on sera en 2018 dans quelques jours, est-ce qu'il faut offrir encore des pistolets, même si c'est à eau, à des enfants? Est-ce qu'il ne faut pas bannir ce genre de cadeaux-là, franchement? Je pense qu'ils ont un effet quand même sur les enfants. Ah ouais, vous pensez? Oui, je pense que quand même les pistolets à eau, tout ce qui est armes, effectivement, tout ça. les fléchettes, c'est vrai que ça a quand même un effet sur les enfants, mais en même temps, ça part également de ce qu'on voit. De ce qu'on voit, les enfants voient à la télévision dans certains films parfois du contenu un peu agressif, mais il faut pouvoir communiquer avec ces enfants. Parce qu'il y a de moins en moins de parents qui offrent ce genre de jouets. Hein. Je pense qu'il y a de moins en moins. Effectivement. Okay.
Merci beaucoup à vous, notre spécialiste S cadeau. Il s'appelle Noël Kofi. Vous savez, ça tombe à pic. Hein. Il s'appelle Noël. Il va distribuer les cadeaux de Noël et surtout bien les expliquer. Merci d'être avec nous. C'est Matin Bonheur. Il est 6h26. Nous allons rentrer dans l'univers des cadeaux, mais les cadeaux de l'information. Ça commence par ce qu'il faut savoir pour notre environnement. Ça commence aussi par, ça se poursuit par la météo et ça s'achève avec la présence sur ce plateau de Maï Sako qui va nous présenter la première édition donc, du journal sur RTI 1. C'est bien sûr dans Matin Bonheur. On se retrouve juste après. Sous la présidence de M. Georges-Philippe Ezali, directeur général de la Sodexam, société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, en collaboration avec le FIRCAP, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, organise l'atelier d'information et de sensibilisation des décideurs à l'utilisation des produits et services agrométéorologiques dans la planification des activités agricoles. Le mercredi 20 décembre 2017, à l'hôtel Coriette situé à André Djibi, à partir de 9h, Infoline 21 27 71 63 57 99 17 21. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, les régions du nord seront sous un ciel peu nuageux avec des sensations d'air sec et relativement poussiéreux. Du sud à la bande centrale, le début de période pourrait être intéressé par la présence de brumes humides, puis par un temps simplement nuageux qui s'imposera avec des intrusions progressives du soleil. Pour les variables de la matinée, on aura 24 degrés à Abidjan, ce sera la maximale, 23 degrés à Diaké, 22 degrés à Bondoukou comme à Boaké, 21 degrés à Daloa, il fera 22 degrés à Dambokro comme à Gagnoa, 20 degrés de minimal à Korogo, 22 degrés à Mont, 21 degrés à Odiné, 24 degrés à San Pedro, 23 degrés à Sassandra comme à Tabou, enfin 24 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, le début des périodes sera ensoleillé au sud du pays. Cependant, en fin de période, quelques nuages denses pourraient favoriser des averses par endroits. Le reste du pays sera influencé par les vents de l'harmattan avec plus d'intensité au nord du pays. Les variables de l'après-midi à présent, on notera 31 degrés à Abidjan, 30 degrés de minimal à Diaké, 34 degrés de maximal à Bondoukou comme sur la ville de Boaké dans le Béquet, 32 degrés à Daloa, 34 degrés à Dambokro, il fera 32 degrés à Gagnoa, 34 degrés à Korogo, 32 degrés à Mont, 34 degrés à Odiné, 32 degrés à San Pedro ainsi qu'à Sassandra, 31 degrés à Tabou, enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Bonne nouvelle pour les personnes atteintes du cancer. La Côte d'Ivoire a désormais son premier centre de radiothérapie. Il a été inauguré hier par le président de la République, Alassane Ouattara. Ce centre va permettre de mieux traiter et de prendre en charge avec plus d'efficacité les malades du cancer. Mama Traoré, Awatouri. J'attache du prix au droit à la santé des Ivoiriens. Plus que des mots, des actes pour le prouver.
En l'espace de 2 semaines, c'est la 3e fois que le chef de l'État vient assister la grande famille de la santé à la faveur d'événements tout aussi importants. Après la 19e édition de la conférence internationale sur le sida, ICASA, l'inauguration du CHU d'Angré place ce lundi au lancement officiel des activités du Centre national de radiothérapie, dont le chantier a été lancé le 23 septembre 2015 par la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Situé au sein du CHU de Cocody, cet édifice est le premier du genre dédié à la prise en charge des malades du cancer en Côte d'Ivoire. Sa réalisation, qui porte la signature d'une entreprise marocaine, a été possible en moins de 2 ans de travaux. La coopération Sud-Sud, c'est le partage mutuel des solutions. Et nous nous sommes mis ici aujourd'hui pour partager en toute humilité ce que nous avons accumulé au Maroc comme expérience dans le domaine sensible de lutte contre le cancer qui touche au devenir de l'humanité entière. 13,6 milliards de francs CFA, c'est le coût des travaux entièrement financés par le gouvernement ivoirien. Le Centre national de radiothérapie est équipé, entre autres, de 2 accélérateurs, d'un scanner de simulation, d'une unité de biochimie, d'une unité de microbiologie et même d'un détecteur de radioactivité. Tout pour permettre aux malades du cancer de se traiter sur place en Côte d'Ivoire. Cette avancée est, selon la ministre de la Santé, le fruit d'une volonté politique sans précédent. Le président Alassane Ouattara n'a pas hésité un seul instant à inscrire parmi ses priorités la construction d'un centre de radiothérapie pour rattraper le retard. Au lieu d'un accélérateur, vous avez autorisé la construction de 2 accélérateurs. C'est ça, Excellence, Monsieur le Président de la République, la manifestation de la volonté politique. Elle est vraie, elle est là, elle est concrète. Et c'est pour cela que nous vous prions d'accepter, Excellence, Monsieur le Président de la République, que ce centre, le tout premier, puisse porter votre illustre nom. Une fois de plus, le président Alassane Ouattara saisit l'occasion pour réaffirmer son ambition pour le secteur ivoirien de la santé. D'importantes avancées sont réalisées dans le monde scientifique pour la lutte contre le cancer et la prise en charge des personnes atteintes de cette maladie, avec de réelles possibilités de guérison en cas de dépistage rapide. Il était donc de notre devoir de mettre tout en œuvre pour permettre à nos populations d'y avoir accès, quel que soit leur niveau social. Ce centre permettra aux populations vivant dans notre pays et à celles de la sous-région l'accès aux thérapies de haut niveau et aux technologies développées pour le traitement et la prise en charge des patients atteints de cancer. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, comme vous le savez, mon ambition est de construire une Côte d'Ivoire avec une population en bonne santé, capable de construire et de contribuer efficacement à la croissance économique en plein essor. Les récents ouvrages que nous inaugurons en font partie, à l'instar du Centre de médecine nucléaire, dont la construction est en cours et la livraison, je souhaite, pour le premier trimestre 2018, et un ensemble cohérent de mesures qui permettront d'élargir le champ du traitement des maladies chroniques, telles que l'hypertension, les cancers ou le diabète. Plusieurs autres projets arrêtés dans le cadre du Conseil présidentiel sur la santé seront également mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire afin de renforcer les infrastructures, le plateau technique et le personnel médical. Désormais opérationnel, le Centre national de radiothérapie ouvrira ses portes aux malades à compter du 25 janvier 2018.
En défense, ils sont au nombre de 245, les sapeurs-pompiers militaires, dont les galons ont été arrosés hier par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Ils ont été promus au cours de cette année 2017 pour s'être illustrés dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. 7 personnalités civiles ont également été décorées au cours de cette cérémonie. Au chapitre de la justice, Hubert Oulaye, ancien ministre sous le président Laurent Gbagbo, ainsi que 3 autres personnes ont comparu hier devant la cour d'assises d'Abidjan. Ils sont accusés de complicité d'assassinat dans le cadre de la mort de 7 casques bleus et 8 civils en 2012. On en sait plus avec Gabriel Zani. Ils sont 2 sur les 4 accusés à comparaître ce lundi devant la cour d'assises d'Abidjan. Guiré Daoué Maurice et l'ancien ministre Hubert Oulaye, tous 2 inculpés respectivement pour assassinat et complicité d'assassinat dans la mort de 18 personnes, dont 7 soldats du contingent nigérien de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Un soldat des forces républicaines avait aussi péri dans l'attaque perpétrée dans les villages de Para, Nigré et Sao, dans l'ouest du pays, en juin 2012, par un groupe d'individus armés. Les enquêtes menées avaient conduit à l'interpellation de Keyi Hervé Tabio François, Touré Eric et Guiré Daoué Maurice. Le dernier nommé est celui qui aurait fourni les renseignements devant servir à l'action. Concernant Hubert Oulaye, son nom a été cité dans l'affaire comme celui qui a commandité l'attaque. Il aurait financé l'opération selon des témoins entendus dans l'affaire. Des faits que les accusés Hubert Oulaye et Guiré Daoué Maurice nient en bloc, réfutant ainsi les accusations. Les avocats des prévenus demandent l'annulation de la procédure contre leurs clients. Pour le parquet général, la procédure engagée ce lundi doit suivre son cours pour la manifestation de la vérité, car il y va de la crédibilité de la justice ivoirienne saisie de l'affaire depuis 2012. Dans un autre registre, une exposition met en exergue la coopération ivoiro-portugaise. C'est une initiative de la Fondation et le réseau Fatou Sila. Plusieurs produits des 2 pays sont exposés à la Chambre de commerce et d'industrie du 18 au 21 décembre prochain. Franck Wadiou. Des meubles à partir d'essences boisées du pays profond, le textile et l'artisanat made in Côte d'Ivoire à la rencontre de la culture et des traditions portugaises, croyances religieuses, reliques de Fatima, art floral et le viticole, les bons vins. Loin d'être un mélange de genres, cette exposition initiée par la Fondation Fatou Sila est un pont culturel entre les 2 pays. Mais vous savez que les Portugais sont des vagabonds. C'est des gens qui ont beaucoup voyagé. Ils sont partis partout dans le monde. Et ils ont enseigné, ils ont reçu et ils ont enseigné. Ils ont donné. Et je pense que vraiment il y a une particularité. 4 jours d'exposition soutenus par le ministère de la Culture. Une exposition qui s'inspire du renouvellement des liens Côte d'Ivoire-Portugal, les 2 pays ayant signé en septembre 5 accords de coopération. Il y a la culture du Portugal, il y a la culture de la Côte d'Ivoire qui est aussi différente, il faut la connaître. Mais finalement, une fois qu'on la connaît, on va trouver beaucoup de semblances. Parce que moi, je vis en groupe de danse au nord du Portugal et j'étais étonnée que les gens dansaient exactement comme nos femmes baoulées d'ici. Nous pouvons nous réjouir du fait que cette coopération, en tout cas, est en train d'avancer et que le partenariat se renforce parce qu'il y a différentes entreprises qui sont en train justement de s'installer en Côte d'Ivoire. Une coopération au plan culturel qui prendra forme dès 2018. Les 2 pays désormais liés aussi par des liens commerciaux et diplomatiques renforcés. Le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire a servi de cadre vendredi dernier à la 8e édition des Awards du mannequinat. Cette cérémonie de distinction des meilleurs mannequins africains a enregistré la présence des ministres Kandia Kamara et Raymond Goudou-Kofi. Patricia Omouetia. La célébration des top modèles autour de 2 grands axes. La nomination des mannequins exerçant en Côte d'Ivoire et en Afrique et celle des rois et reines des thés de la diaspora. Le grand gagnant de la soirée était Wilfried Tony Saint-Anna. Il a remporté le trophée de top modèle le plus rentable et le plus sollicité et celui de top modèle le plus célèbre et le plus influent. L'initiatrice de l'événement est repartie sans surprise avec le sacre de top modèle le plus influent dans la catégorie dames. Moi, en tant que mannequin, j'ai essayé et j'essaie de le faire et de perfectionner ce domaine en structurant déjà et en créant une plateforme de distinction.
Avec plus de 20 agences de mannequins, ces récompenses ont d'ailleurs concerné tous les mannequins de ces agences. Je ne m'attendais pas à ça et puis c'est un réel plaisir. Ça honore le travail des mannequins ivoiriens. J'ai beaucoup fait au niveau des mannequins. Elle me reconnaît, j'accepte avec fierté. Les trophées d'honneur ont été également remis aux anciens mannequins et à tous ceux qui œuvrent pour la promotion du mannequinat. Pour la marraine de la cérémonie, il est temps de bâtir une école de mannequinat en Côte d'Ivoire. Voici quelqu'un aujourd'hui qui offre une belle opportunité aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Africains d'avoir un métier qui leur plaît. Et c'est ma façon à moi d'apporter mes encouragements à tous les jeunes qui veulent entreprendre. Il y a une volonté manifeste de faire de la Côte d'Ivoire la plaque tournante de tous les mannequins africains et de la diaspora. Notre pays fait partie des États africains les mieux structurés en termes de mannequinat, avec plus de 20 agences de mannequins. En sport, le président de la CAF, Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, est arrivé à Abidjan ce lundi pour une visite d'amitié et de travail. Il a été accueilli par le président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, et le ministre des Sports, François Amicha. Ahmad Ahmad effectue sa première visite en Côte d'Ivoire depuis son élection à la présidence de la CAF en mars 2017. Il sera reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, aujourd'hui, mardi 19 décembre. Hors de nos frontières, les États-Unis ont mis hier leur veto à une résolution de l'ONU condamnant leur reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale d'Israël. Un texte approuvé par leurs 14 partenaires au Conseil de sécurité. L'ambassadrice américaine à l'ONU a qualifié ce vote, je cite, d'insulte que les États-Unis n'oublieront pas. Les Palestiniens, de leur côté, jugent inacceptable le veto américain sur Jérusalem. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup à vous, Maïssa, qu'on vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain, avec toujours le même entrain et surtout la même prestance. Merci, il est 6 heures passées de 42 minutes. Normalement, dans 3 minutes à 45, nous avons rendez-vous avec Fatim DJ. Ça montre que quand même le timing est respecté dans cette émission. Alors aujourd'hui, donc, concernant certaines informations que nous disséminons ça et là pour notre matinale, on commémore la naissance d'Edith Piaf qui est née donc un 19 décembre 1915. La vie d'Edith Piaf fut brève et intense, mesdames et messieurs, le destin la rattrapant toujours lors de brefs instants de bonheur. La môme n'aura jamais su se guérir des blessures de l'enfance et des désillusions de l'amour. C'est une grande figure intemporelle de la chanson française. Bonne fête aux urbains et puis aux urbaines aussi. Et puis, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, la pilule contraceptive a 50 ans. Oui. 50 ans, beaucoup de générations. Et puis, il faut dire que la pilule contraceptive n'a plus la cote comme avant, mais elle reste le moyen de contraception le plus utilisé au monde. Le ballon d'or africain sera décerné incessamment. 3 candidats en lice et non des moindres, Sadio Mané et Mohamed Salah de Liverpool, sans oublier Pierre-Emerick Aubameyang du Gabon. Je ne sais pas si elle aime le football, mais en tout cas, elle est passionnée, elle supporte l'Olympique de Marseille. C'est notre mère Noël de cette journée, surtout c'est son anniversaire. Encore une fois, joyeux anniversaire, Miss Fatim DJ. Mais cette fois, c'est pour la revue de presse. C'est parti. On commence avec le cambriolage de l'agence ivoirienne de presse. Selon l'Inter, l'AIP au plateau a été cambriolé le week-end dernier. Le constat du cambriolage a été fait hier, lundi 18 décembre, dans la matinée par la police nationale. Des ordinateurs ont été emportés par les voleurs et selon un agent, c'est l'agence comptable de la structure qui a été visée. D'autres sources informent que depuis quelque temps, l'AIP fait l'objet de cambriolages avec le même mode opératoire. Une enquête a été ouverte par le commissariat du 1er arrondissement du plateau en vue de situer les responsabilités. On espère vivement que cette enquête-là va donner des résultats probants. Les confidences du Jeune Afrique sur la Côte d'Ivoire à présent.
À la demande de la partie civile, la juge d'instruction française Sabine Kéris veut entendre 10 ex-comme zone qui étaient présents lors de l'arrestation de Michel Gbagbo en avril 2011 à Abidjan. Alors sont concernés, entre autres, Isiaka Ouattara, dit Ouattao, Morou Ouattara ou Hervé Touré, alias Vecho. La juge avait fait témoigner Guillaume Soro en 2016 et avait tenté, mais en vain, de le convoquer à Paris. Vexé par le traitement que lui ont réservé les autorités ivoiriennes, Sabine Kéris ne souhaite plus se rendre à Abidjan et pourrait donc transmettre une nouvelle demande de commission rogatoire afin que la justice ivoirienne se charge d'entendre ses ex comme zone. Autre indiscrétion, selon Jeune Afrique, le président Alassane Ouattara souhaite reporter à 2020 les élections municipales et régionales. Soucieux de ne pas raviver les tensions politiques après une année agitée, il préférait raccrocher ces scrutins locaux censés se tenir en avril 2018 de la présidence prévue en 2020. De fait, à moins de 4 mois de l'échéance, rien n'est prêt. La CEI est toujours sans réponse. Par ailleurs, seuls 9,5 milliards de francs CFA figurent au budget prévisionnel 2018 de la Commission, alors que cette instance aurait besoin de 30 milliards de francs CFA pour réviser les listes électorales et organiser les scrutins. Alors, Courrier International dépeint le portrait de celle qui bouscule les élections, et ça, c'est en Espagne. Inès Arrimadas, 36 ans, du parti de centre-droit Ciudadanos, arriverait en tête du scrutin du 21 décembre. Selon tous les sondages, décidée et ferme sur l'unité de l'Espagne, elle encaisse les coups des indépendantistes et répond sans complexe. Le site El Diario la décrit comme intelligente, perfectionniste, bonne communicatrice et selon Economia Digital, son discours est sans fioriture ni concession. Inès Arrimadas est née en Andalousie, mais elle est devenue catalane d'adoption. Après des études de droit, elle est fan du Barça et mariée, ça ne s'invente pas, à un indépendantiste catalan. Et à propos des sondages qui la placent en tête, elle confie au quotidien catalan La Vanguardia: « Je suis pleine d'espoir, je veux contribuer à surmonter cette étape nationaliste pour parvenir à une autre de vivre ensemble, de défense de l'Europe et de réformisme. » Et on finit par une note gastronomique version africaine. Et oui, Marcelin, c'est grâce à Into the Chic qui pose cette question. Connaissez-vous la gastronomie africaine? Et vous le savez, Marcelin, je suis de nature joueuse, donc on va jouer un petit quiz pour vous. Ah bon? Suivez l'écran. Quel est le plat le plus populaire du Sénégal? Vous allez voir l'image apparaître, ça va vous donner un indice. Ouais, le tiboudienne, bien sûr. Bien joué. Dans quel pays, l'image suivante, a été inventé le poulet DG? Au Cameroun, au Nigeria ou au Mali? Aïe, aïe, aïe. Cameroun. Bien joué, chez les Bambileke. Qu'est-ce que le dégué ou le tchakri? Est-ce une boisson à base de petits milles, une bière à base de petits milles ou un dessert à base de petits milles et de lait caillé? Je pencherais plutôt pour un dessert. Oui. À base de petits milles et lait caillé. Yes. Bien joué. Alors là, ça devient de plus en plus dur. D'où vient le nom pain de singe? Les singes l'apprécient, du moins apprécient son goût acidulé. Il ressemble à un babouin, la tête en bas, ou sa consommation rend malin comme un singe? Sa consommation rend malin comme un singe. Ah, si c'était le cas, on en mangerait tous. Non, les singes l'apprécient pour son goût acidulé. Quel ingrédient n'est jamais utilisé pour manger du foufou? De la farine de maïs, de pommes de terre ou de manioc? Farine de maïs? En plus, là, c'est vraiment la honte parce que je me souviens plus de la réponse. Je me souviens plus de la réponse. Grand moment de solitude. Grand moment de solitude, voilà. Alors le dernier, c'est pour vous, messieurs. Ouvrez bien les oreilles. Lequel de ces aliments est censé guérir les pannes sexuelles? Le cacao, la crevette ou les feuilles de kenkeliba? Je donne ma langue au chat. Le cacao? Oui, bien joué. Et comme nous sommes en Côte d'Ivoire, donc les Ivoiriens ne devraient pas avoir de problème de cet ordre-là. J'espère bien pour mesdemoiselles. Allez, à demain. Merci beaucoup, Fatim, pour son anniversaire. Elle nous a servi ce qu'elle aime beaucoup, le cacao. Merci beaucoup d'être notre compagnie pour Matin Bonheur, l'avant-dernière ligne droite. Nous allons parler finances aujourd'hui parce que vous savez que le mercredi, on parle donc entreprendre avec notre coach. Moi, j'aime l'appeler comme ça, Jean-Baptiste Quadio, notre coach en entrepreneuriat. Comment ça va, M. Quadio? Alors, les fêtes de Noël approchent, ça va? Ça va. Je vois l'homme, l'entrepreneur, hein, vous décelez beaucoup de choses dans tout ce qui se passe dans ces préparatifs. Absolument, absolument. Il y a tellement de choses à faire. Les enfants,
tous les enfants crient ce matin, donc les parents ils doivent avoir prévu tout ça. Mais moi, je n'ai que des grands enfants. Ok. On a un jingle? On n'a pas de jingle? Ok, donc on va directement avec lui. Aujourd'hui, nous allons parler de faisabilité financière, le compte d'exploitation prévisionnel. Objectif, c'est que l'affaire est-elle bénéficiaire ou non? Voilà, c'est une étape très importante quand on est en train d'entreprendre, voir un peu la faisabilité. Est-ce que le projet est porteur? Est-ce que le projet est viable? Est-ce que l'environnement s'y prête? Autant de questions qu'on doit se poser quand même. Absolument. On a eu à dérouler sur ce plateau la faisabilité commerciale qui consistait à trouver des clients, à leur proposer un prix, à leur proposer un produit. Et voici, ils acceptent. Bon, ils ont accepté et je pense que mon affaire va marcher. Après, on a vu la faisabilité technique qui consistait à dire, bon, maintenant que les clients acceptent mon produit, où est-ce que je vais le prendre, comment est-ce que je vais le produire? Et hier matin, j'ai suivi le monsieur qui faisait des champignons ici. Il a posé cette problématique-là. Mais ce n'est pas parce que les clients veulent acheter, ce n'est pas parce que j'ai la possibilité d'avoir le produit, ce n'est pas parce que je peux produire moi-même ces produits-là que je me lance tout de suite dans l'affaire. Parce qu'on fait un business pour avoir de l'argent, pour gagner de l'argent. Donc, je vais me mettre là pour dire, bon, OK, j'ai des clients, j'ai des prix, prix de vente, prix d'achat, j'ai des charges. Est-ce que l'affaire me laisse une marge confortable pour pouvoir continuer? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. C'est ça qui est la faisabilité financière. Donc, je vais projeter mon affaire sur 3 ans, sur 5 ans. Et je vais dire, OK, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui veut vendre des régimes de bananes. Il veut vendre des régimes de bananes. La banane est bien demandée. Et je me dis, bon, cette année, je vais vendre 2000 régimes de bananes. Mais l'année d'après, combien de régimes de bananes est-ce que je peux vendre? C'est-à-dire... Voilà, la prévision des quantités à vendre année après année. C'est ce qui va constituer le compte d'exploitation prévisionnelle. Et je vais associer à cette prévision des prix de vente. Cette année, je vais prendre 2000 régimes de bananes à 2500 francs le régime. Donc, je vais déterminer mon chiffre d'affaires. Voilà. 2000 régimes à 2500 francs le régime. Après, l'année d'après, je vais passer à 3500 régimes, toujours à 2500 francs le régime, ou bien à 2600, ou bien à 3000, parce que je vais faire varier le prix en fonction de la demande. D'accord. Et ainsi de suite. En résumé, la faisabilité financière s'assoit consiste sur le compte d'exploitation prévisionnelle. C'est-à-dire, est-ce que l'affaire est bénéficiaire ou non? Donc, je vais déterminer mon chiffre d'affaires sur la première année, sur la deuxième année, sur la troisième année, sur la quatrième année, sur la cinquième année. Alors, remarquez, chaque fois que je dis ça aux gens, ils me disent, mais je ne sais même pas combien je vais avoir la première année. Vous me dites d'inventer la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, la cinquième année. C'est des projections qu'on fait, en fait. Or, c'est des projections. On a dit que l'entrepreneur, c'est un visionnaire. Absolument. Donc, il doit pouvoir faire cet exercice-là. Mais est-ce que toutes les entreprises, là, quand elles commencent, elles sont... On sait tout de suite, hein, monsieur Kadio, que c'est le gain. Voilà. Après, on verra. Après, on verra. Oui. Et c'est après, on verra qui fait qu'on fait faillite. Ça va aller, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ça va aller là, on tombe. Alors, quels sont les instruments qui nous permettent d'asseoir un compte d'exploitation prévisionnelle fiable? Un compte d'exploitation prévisionnelle fiable, ça se base sur une étude commerciale fiable. Affinée. Et sur une étude technique fiable. Je vais proposer des produits. D'accord. Mais la première année, les gens peuvent acheter mes produits. Mais la deuxième année, il y a quelqu'un qui va imiter mes produits. Qu'est-ce que moi je fais pour protéger mes produits au fur et à mesure que j'avance dans le temps? Comment je présente la meilleure qualité des produits à mes clients? Donc, je connais mon chiffre d'affaires. Et après avoir déterminé mon chiffre d'affaires, je vais mettre mes charges. D'accord. À combien j'achète le régime de bananes? Combien me coûte le transport de chaque régime de bananes du point de ramassage jusqu'au point de vente? Et j'ajoute les autres frais généraux. D'accord. Et année après année, je vais dire, mon bénéfice va être de temps,
ou bien ma perte va être de temps, mon bénéfice va être de temps, ma perte va être de temps. Et donc, je vais avoir ça. Je vais avoir une vision sur 3 ans, sur 4 ans ou sur 5 ans. D'accord. Vous voyez? Ok. Mais ça ne suffit pas pour se lancer dans l'affaire. D'accord. D'accord. Et la suite? La suite, c'est le plan de trésorerie, c'est le plan de financement. Plan de trésorerie, plan de financement, ce sera l'intitulé de notre prochaine étape avec notre coach en matière d'entrepreneuriat, M. Jean-Baptiste Kouadio. C'est toujours un plaisir de vous avoir pour quelques mots-clés de l'économie et surtout de l'entreprise. Celle qu'on va découvrir maintenant, c'est toujours un plaisir de la voir pour quelques mots de la gastronomie. Oui, c'est Nessinerie. Toutes nos excuses parce que la semaine passée, on n'a pas pu diffuser de façon nette son élément. Et c'est ce que nous rattrapons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir avec Nessinerie depuis sa cuisine. C'est parti. Bonjour Eva, bonjour Marco, bonjour téléspectateurs de Matin Bonheur. Nous sommes en plein dans le mois de décembre et les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Vous voulez certes un repas festif afin de regrouper toute la famille autour d'un bon plat, mais vous le voulez diététique. Eh bien, nous avons la solution. C'est vrai que j'ai le chapeau du chef, mais c'est pas moi le chef. Nous avons avec nous un chef, Chef Arthur, avec qui on parlera recettes festives mais diététiques. Bonjour Chef Arthur. Bonjour Nessie. Vous allez bien? Ça va très très bien, vous-même? Ça va super bien. Chef, comment c'est possible de faire un repas festif mais diététique? Tout simplement parce que nous n'utilisons pas d'huile. Ah bon? C'est possible parce que quand on attend ce matin, sauter dans l'entendement de tout le monde, c'est avec de l'huile, c'est avec Arthur, c'est sans huile. Alors, vous nous avez parlé de sauté, donc la recette que vous nous proposez, c'est du sauté. Un sauté de fruits de mer. Un sauté de fruits de mer. Alors, quels sont les ingrédients? Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire le sauté de fruits de mer? Alors, pour faire le sauté de fruits de mer, il nous faut des écrevisses. D'accord. Des crabes femelles, du calamar, des oignons, du piment, des carottes, du persil, de la salade pour la décoration. On l'appelle ciboulette, mais nous on dit oignon vert pour que tout le monde puisse savoir ce que c'est. Du poireau, du poivron, de la tomate, de l'ail et puis du sel et du poivre. Ah oui, on a la moutarde aussi. Nous allons commencer par découper tous ces légumes. Alors il faut dire que dans les sautés, généralement, on a plutôt besoin de saveur, de goût que de gras. Donc pour remplacer le cube d'assaisonnement, si on n'a pas envie de l'utiliser pour assaisonner nos repas, vous nous conseillez quoi? Du sel et du poivre. Seulement? Du sel et du poivre. Maintenant, ça dépend de quelle sauce vous faites. Si vous faites des sauces africaines, vous prenez le bon vieux adjuvant de nos mamans. D'accord. Alors, maintenant on peut ajouter les écrevisses. L'écrevisse. Quelle quantité d'eau? Ça équivaut à un verre? Un verre et demi. Un verre et demi. Alors, on met 2 grandes cuillères de moutarde. 2 grandes cuillères à soupe de moutarde. Alors, ce repas-là, c'est pour combien de personnes? Au moins 4 personnes. Au moins 4 personnes? Au moins 4 personnes. Voilà. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Donc, on va essayer de goûter. Mijoter. Mais là, je vais rajouter un peu de sel parce que j'ai remarqué tout à l'heure qu'il y avait pas assez de sel. Alors, comme ça commence à cuire, je vais découper les poireaux, les 3 couleurs de poireaux.
qui vont servir de... Ça, c'est plus à titre décoratif. À titre décoratif, mais ça se mange. Hein. On peut s'en passer. On peut s'en passer. Nous allons laisser maintenant mijoter. Pendant combien de temps? Pendant 10 à 15 minutes. 10 à 15 minutes. Pour que l'eau réduise normalement. Et allez, nous allons passer. Voilà. Mais avant tout ça, on avait déjà précuit les fruits de mer. Parce que les fruits de mer, moi je précuis toujours mes fruits de mer. Et c'est plus sûr pour la conservation. D'accord. Parce que c'est délicat. Donc dès qu'on les achète, il faut précuire. On les précuit et on les conserve. Je voudrais dire aux femmes ou à nos mamans, pour les fêtes, quand vous allez au marché, faites attention. Si vous le trouvez rosé comme ça, sans être passé au feu, c'est dangereux, ça commence à pourrir. C'est la chaleur qui l'a rendu comme ça. Or, c'est le feu qui devait le rendre rose. Donc, il faut faire attention. Si vous l'achetez, il doit être tout vert, bien vert foncé. Hein? Et puis, c'est pareil pour les crabes. Et le crabe, il faut le prendre vivant. Quel que soit où vous l'achetez, pour la garantie, prenez-le vivant. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, chef. Alors, voici notre sauté de fruits de mer, façon Arthur. Wow. On peut ajouter du poisson? On peut ajouter du poisson. Du poulet? Non, pas du poulet. Pas du poulet. Que du poisson, parce qu'on a dit des fruits de mer. Voilà. Et voilà, chef, c'est terminé. Oui. On va goûter? Oui, on va goûter. C'est vraiment très bon. Voilà. C'est vraiment très bon. En tout cas, téléspectateurs de Matin Bonheur, pour ces fêtes de fin d'année, je vous le conseille. Bon, de toutes les façons, on aura d'autres recettes avec lui. Hein. Mais il faudrait que vous mettiez cette recette-là sur votre liste le jour des fêtes de fin d'année, Noël ou pour la Saint-Sylvestre. Alors, chef, on a terminé. Merci. Qu'est-ce qu'on retient de vous? Ben, on retiendra simplement que la cuisine d'Arthur, c'est la cuisine faite avec le cœur. RTI 1, la chaîne qui rassemble. En raison de la forte dégradation des routes liées en partie à la surcharge des poids lourds, les ministres des Infrastructures économiques et des Transports informent les propriétaires de véhicules lourds qu'à compter du jeudi 30 novembre 2017 au 31 mars 2018, nous entrons dans la phase progressive de la lutte contre l'extrême surcharge. Surcharge au-delà de 40% du PTAC, poids total autorisé en charge, 20 000 francs CFA par tonne excédentaire au national, 60 000 francs CFA par tonne excédentaire à l'international. Délestage des surplus de marchandises. Surcharge comprise entre 20 et 40% du PTAC, 4 000 francs CFA par tonne excédentaire au national, 11 000 francs CFA par tonne excédentaire à l'international. La tolérance de 20% est maintenue. Des amendes de 100 000 francs CFA pour le non-respect de la hauteur de gabarit, 4,5 mètres, et le refus de se faire peser. Les ministres des Infrastructures économiques et des Transports comptent sur l'esprit civique de tous. Pour plus de renseignements, adressez-vous au Fonds d'entretien routier au 20 31 13 05 ou le 22 51 00 70. Le transport routier est l'une des sources importantes de pollution de l'air dans notre pays. Les gaz émis par les véhicules polluants exposent notre population à des maladies respiratoires et cardiovasculaires, particulièrement en milieu urbain. Chers transporteurs et conducteurs routiers de Côte d'Ivoire, disons non à l'utilisation des automobiles polluants tout en veillant à leur entretien régulier. Ainsi, préviendrons-nous les maladies liées à l'inhalation des gaz toxiques des véhicules. Transporteurs et conducteurs de Côte d'Ivoire, stop aux véhicules polluants. Ceci est un message du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable.
Innov Event présente pour une grande première en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, Abidjan Mousse Party 5 à 14 ans. La plus grande mousse party pour enfants jamais réalisée. Les 22 et 23 décembre au parking de Place Palmeraie de 14 à 20h. Au programme, projection de mousse, de neige, de bulles, manège et toboggan. Ticket d'entrée unique 5000 francs CFA disponible dans les magasins Carrefour Marcory et Carrefour Palmeraie. Infoline 08 91 36 20. Sécurité garantie. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, de nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Sur le plateau de ce matinal, mesdames et messieurs, avec la dernière ligne droite qui intègre le droit, comme tous les mardis, vous le savez. Aujourd'hui, nous allons parler donc d'infractions et de sanctions. Il y a une loi neuve qui date du 9 novembre portant répression des infractions prévues par les actes uniformes. On entend par acte uniforme les actes de l'OADA, c'est cela? Oui. D'accord. Donc, c'est relatif à la création, à la gestion, aux sanctions et infractions par rapport à la création, à la gestion des sociétés commerciales et même leur liquidation. Pour en parler sur ce plateau, notre spécialiste droit de Matin Bonheur, Maître Koné Kiobien. Bonjour. Bonjour Marco. Vous allez bien? Oui, ça va. Ok. Alors pourquoi cette loi maintenant? Bon, cette loi maintenant, en fait, ce n'est pas une loi tout à fait nouvelle. Seulement, l'État de Côte d'Ivoire a prévu désormais des sanctions spécifiques à des incriminations qui étaient déjà prévues par l'acte uniforme. Vous savez que les actes uniformes, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis la fin de l'année 90. Et lorsque les actes uniformes ont été créés, ont été mis en œuvre, et qu'il a fallu réglementer l'activité des affaires par une harmonisation de toutes les législations des États membres de l'OADA, les rédacteurs de ces actes ont créé des infractions qui seuls peuvent appeler des sanctions. Mais ces infractions ne pouvaient pas être sanctionnées immédiatement. Je veux dire, ces États-là ne pouvaient pas. C'est-à-dire l'organisation du droit des affaires en Afrique ne pouvait pas prévoir ces sanctions-là parce que sanctionner pénalement relève exclusivement de la souveraineté d'un État. Okay. Donc, une organisation ne peut pas prévoir des sanctions qu'elle va demander à un État d'appliquer. Donc, il appartenait aux États partis, aux États membres, de créer des sanctions qui incriminaient, des sanctions qui réprimaient ces infractions-là qui étaient prévues par l'acte uniforme sans toutefois prévoir ces sanctions-là. Quelles sont ces infractions? Quelle incidence sur les entreprises? Est-ce que les entreprises respectent? Est-ce que cela a fait changer les choses? Autant de questions que nous allons poser à notre spécialiste. Petite mise en bouche avec la réponse tout à l'heure. On revient juste après le jingle et l'élément explicatif qui sous-tend chaque thème que nous abordons dans la thématique de Matin Bonheur. Dans les sociétés commerciales, les infractions en affaires sont nombreuses.
société irrégulière constituée, simulation de faillite d'entreprise, pour ensuite créer une nouvelle société avec un autre nom et la même équipe dirigeante, où c'est plutôt une liste des actionnaires et de versements mentionnant des souscriptions fictives ou des versements de fonds qui n'ont pas été définitivement à la disposition de la société. Ce sont autant d'infractions commises par des dirigeants sociaux. Pour mettre fin à cette situation, une loi vient d'être adoptée. Cette nouvelle loi, je ne suis pas au courant de cette nouvelle loi qui sanctionne sévèrement les entreprises. Je m'imagine bien parce que qu'elle existe. C'est vrai que je n'ai pas connaissance de cette loi, mais j'imagine bien qu'une telle loi existe. Malheureusement, je n'ai pas connaissance de cette loi qui a été établie. Mais ce que je peux dire, c'est que lorsque on met une loi, c'est pour qu'on puisse réglementer l'appareil, pour que les entreprises puissent fonctionner de manière correcte et de manière normale. Une loi des affaires pas bien connue. Et pourtant, cette nouvelle loi est spécifique, car sanctionner les infractions avec peine d'emprisonnement. J'ai eu une entreprise qui a eu affaire à ses employés. Dans les paiements, ils étaient prélevés. On leur disait qu'ils sont déclarés à la CNPS alors qu'il n'en était rien. Aucun de ces employés n'avait un numéro de CNPS. Par contre, ils ont été prélevés pendant au moins 5 ans. Mais quand les gens ils sont allés anonymement se renseigner à la CNPS et qu'ils ont découvert que vraiment, ils n'ont jamais été déclarés, vraiment, ça soulevait un tollé. Ils ont même pris la gendarmerie, aller prendre les DF. Et ça a fait que la société a fermé pendant au moins 2 mois, parce qu'il y avait une procédure judiciaire. Il y avait une entreprise qui était fictive. Pourquoi? Parce qu'elle a eu à passer des commandes avec un collègue et où il a eu à livrer des fournitures. Et après, pour le paiement, il n'y avait plus de traces, il n'y avait plus de bureau, il n'y avait plus personne au niveau de l'entreprise. Même les contacts qu'il avait ne passaient plus. Nous sommes mis d'accord sur le fait que quand on finit l'année, on partage les dividendes. Okay? Chacun a sa part. Okay? Et la première année, les choses n'ont pas été comme ça a été. Il n'a pas déclaré non seulement le personnel, le nombre de personnel, il ne l'a pas fait. Quand bien même que j'ai insisté, les années qui ont suivi, c'était aussi la même chose. Quand bien même qu'il a reçu de l'argent, il n'a jamais partagé cette somme-là, jusqu'à ce que, malheureusement, on dissout l'entreprise. Ça, c'est un cas réel, parce qu'il va vécu ça. Jusqu'à la fin, puisque ce monsieur avec qui j'étais, n'a pas pu honorer ses charges, alors l'entreprise a été fermée. Pour qu'une infraction soit imputable au dirigeant social, il faut que ce dirigeant ait commis une faute de gestion, de direction ou d'administration. Or, selon l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit, des affaires et aussi de l'État de Côte d'Ivoire, la société commerciale est une entité indispensable au développement économique et social d'une société. Il est donc impératif de la protéger contre toute atteinte plus ou moins volontaire. Voilà. C'est encore plus explicité. Mais c'est normal qu'on ne puisse pas être informé parce que la loi est toute neuve, seulement depuis le 9 novembre 2017, mais vraiment il faut quand même communiquer là-dessus, ça va se faire j'imagine. Alors, concrètement, vous nous avez dit, donner un peu le pourquoi de cette loi. Le code pénal auparavant n'était pas trop précis là-dessus, ou bien n'intégrait pas encore les actes uniformes, c'est pour ça? Oui, dans notre code pénal a prévu des incriminations, des infractions spécifiques au droit des affaires avant l'entrée en vigueur de l'acte uniforme. Okay. Ça, c'était dans les années 90. Jusqu'aux années 92, 94. Notre code pénal, il existe avec ses incriminations, avec ses infractions et ses sanctions. Mais seulement lorsque l'acte uniforme du traité de l'OHADA relatif aux sociétés commerciales est entré en vigueur, comme je l'ai dit, pour la création des sociétés, pour la gestion des sociétés, pour le contrôle des sociétés, pour la dissolution des sociétés, des infractions ont été prévues. Je l'ai déjà dit ici une fois, vous savez, le domaine commercial, à l'époque, n'intéressait personne parce que c'est les laissés pour compte qui faisaient le commerce. Et après, quand je vous parle de la féodalité ou de l'Antiquité, à une époque très ancienne. Mais lorsque les affaires ont commencé à éclore,
et que l'on s'est rendu compte que le domaine des affaires est un domaine sensible, il a fallu maintenant réglementer sévèrement et sanctionner les infractions qui s'y commettent. Justement. Parce que vous savez, une infraction commise dans le domaine des affaires, souvent, elle ne touche pas une seule personne. Elle touche à la vie de ceux qui sont concernés directement par l'activité, elle touche aux co-contractants, elle touche aussi aux familles, avec tout ce qu'on connaît comme ramifications, pour les salariés, pour les fournisseurs, pour les banques, pour tout le monde. Il y a des implications multiples et multiformes. Justement. Alors, donc il faut des spécificités dans le domaine infractionnel, il faut des spécificités dans le domaine des sanctions. que signifie infraction? Qu'est-ce qu'on qualifie d'infraction par les actes uniformes ou infraction tout court? Non, en fait, l'infraction, c'est tout fait, tout acte qui est contraire à la loi et qui est sanctionné. Parce que je peux vous dire une chose, c'est la spécificité du droit pénal, c'est qu'il y a un principe qui réglemente le domaine. Le principe, bon, je le dirais en latin, mon latin n'est pas tout à fait au sommet comme certainement le vôtre. Comme votre tagbana? On dit, oui, comme mon tagbana, bien sûr. On dit, nullum crimen, nulla poena sine lege. Ça veut dire nul crime, nulle peine sans loi. Il ne peut être qualifié d'infraction. Un acte est sanctionné comme tel tant qu'une loi ne le prévoit pas. On peut dire, par exemple, interdiction de s'asseoir ici. Mais s'il n'y a pas de sanction, je m'assois et quelle est la conséquence? Rien. Donc l'acte uniforme prévoyait des infractions. Par exemple, des personnes qui créent une société et qui ne libèrent pas les parts. On fait croire que la société existe, mais aucune part n'est libérée. On montre les documents. Sur le plan documentaire, la société est régulièrement constituée. Mais capital, vous verrez 0 franc. Les parts ne sont pas libérées. Mais imaginez-vous, vous contractez avec une telle société. Or, le capital, c'est la première garantie de la société. Absolument. Et il s'avère que cette société n'existe pas en réalité. Maintenant, vous croyez en elle. C'est peut-être votre plus gros client. Et il s'avère que cette société-là a une existence inexistante. Aujourd'hui, vous voyez ce à quoi vous vous engagez. Le risque est énorme. Raison pour laquelle on dit désormais, pas que désormais, cette façon de faire était une infraction. Mais elle n'avait pas reçu de sanction. Et désormais, l'État de Côte d'Ivoire a adopté une loi qui sanctionne, maintenant qui détermine une sanction bien précise pour ce type d'agissement. D'accord. Vous prenez le cas d'une société commerciale qui, sur ces documents, ne met pas sa forme sociale, son capital, son siège, rien. Je rappelle que c'est à la création de l'entreprise, de la société, à la création de l'entreprise, de société commerciale, jusqu'à même à sa liquidation. Jusqu'à sa liquidation. C'est-à-dire la vie même de la société. La vie de la société. Les infractions commises lors de la création, par exemple, comme je l'ai dit, des sociétés dont on dit que les parts sont libérées alors qu'elles n'ont jamais été libérées, des sociétés qui... Avec un capital fantomatique. Avec un capital, justement, un capital fantôme, c'est intéressant. C'est cela même. Mais imaginez-vous, déjà, vous qui n'êtes pas dans le domaine, ça vous choque déjà qu'une société qu'on dise qu'elle a un capital alors qu'elle n'en a pas. On prend des sociétés, par exemple, qui, sur les documents, vous ne verrez ni la forme sociale, vous ne verrez ni le capital social, vous ne verrez même pas le siège social. Imaginez-vous, cette société vous doit de l'argent. Vous la poursuivez comment? Alors que l'acte uniforme est clair, lorsque vous faites une assignation, ou bien lorsque vous faites un acte pour saisir une juridiction, notre code de procédure civile nous impose de mettre la dénomination, le capital social, le siège, les dirigeants, ainsi de suite. La forme sociale, ne serait-ce que ça. Mais vous avez pour tout document une société qui vous donne des documents, des factures, des quittances, où rien de tout ça n'est marqué. Lorsque vous faites une assignation pour recouvrir votre créance, à la première audience, on dit que votre action est irrecevable parce qu'il y a des éléments importants qui manquent. En tout cas, le gouvernement a eu le nœud creux par rapport à cette loi parce qu'il y a énormément d'entreprises. On entend souvent des témoignages de personnes qui sont obligées pour avoir la pitance mensuelle ou quotidienne d'aller dans ces entreprises, sachant très bien qu'il y a un défaut même au niveau de sa constitution. Alors, quelles personnes sont concernées par cette loi? Est-ce que c'est le DG, le PDG, le président du conseil d'administration? Parce qu'on parle aussi, dans cette loi, on a lu de fautes de gestion, d'administration et de direction. Et vous verrez que chaque fois que la sanction est prévue, on vous dira le fondateur, le président directeur général, le directeur général, l'administrateur adjoint d'une société anonyme
ou bien le gérant d'une société en nom collectif, d'une société. C'est-à-dire les personnes qui répondent de la société ou les personnes qui ont une part importante dans la gestion de la société, comme les commissaires aux comptes. Par exemple, imaginez-vous, en parcourant cette loi, il y a un élément qui frappe. Aujourd'hui, une société qui a une situation défaillante, mais on fait des états financiers et on fait croire que la société va bien. Bon, à l'époque, déjà, ces sanctions existaient, mais on les prenait sur l'égide du code français. On va voir un expert comptable qui va tripatouiller les comptes. Qui va tripatouiller les comptes. Et les certifier alors qu'ils ne sont pas certifiables. Ou bien un commissaire aux comptes véreux, parce qu'il en existe partout. Je ne dirais pas la même chose. Il peut se tromper de bonne foi, mais il faut prouver qu'il l'a fait sciemment. Par exemple, il vous fait voir un bilan enrobé, qui fait croire que tous les indicateurs de la société sont au vert, alors qu'en réalité, c'est une société qui est en difficulté réelle, qui ne peut même pas continuer à fonctionner, à vivre. Ça, c'est légion, ça. Et aujourd'hui, cette société-là reçoit des prêts bancaires, de gros prêts bancaires. Et il s'avère qu'à un moment donné, elle ne peut plus continuer parce que le trou ayant été caché et découvert finalement. Mais ces sociétés qui ont reçu ces prêts bancaires, ces employés qui lui ont fait, bon, les employés, ils sont obligés de travailler. Mais je vais dire, ces fournisseurs qui lui ont fait confiance, ces banques qui ont fait confiance et qui ont pu débloquer de grosses sommes pour elles. Aujourd'hui, ces banques-là, qu'est-ce qui leur revient? On liquide la société. Il n'y a par exemple que le bâtiment, quelquefois le bâtiment n'est même pas à la société. On se rend compte que la liquidation nous donne une dette plus colossale que les actifs. Donc finalement, ce sont des pertes énormes. Donc c'est ces types d'infractions-là que la loi est venue pour sanctionner et qui était déjà prévu, ces infractions étaient prévues, mais c'est maintenant qu'il y a une loi qui a été prévue pour des sanctions spécifiques. Alors, on peut avoir une idée des sanctions que ces entreprises ont en cours? Bon, ces entreprises, la loi, elle fait au moins... Oui, non, je veux dire... Oui, les sanctions, c'est des peines d'emprisonnement, c'est des amendes. Pour le fondateur Pour le fondateur, pour les personnes reconnues coupables de ces actes préjudiciables à la société, bon, aux tiers, aux tiers, à la société elle-même, à tout autre co-contractant de cette société. Bon, les tiers, c'est ceux-là. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas une sanction spécifique pour dire tous ces actes-là, vous encourez telle peine. Chaque acte a une sanction bien spécifique. Et c'est cela, la structure des juridictions, des lois pénales. Les actes bien précis, pour des sanctions bien précises et des responsabilités déterminées avec précision en fonction du degré de participation. Donc ça veut dire que depuis notre indépendance jusqu'au 9 novembre 2017, là, on naviguait à vue? Non, pas qu'on naviguait à vue. On avait un code pénal. Insuffisant? Pas qu'il était insuffisant. Un code pénal suffisant pour le type d'infraction qui était prévu. Mais lorsque l'acte uniforme est venu prévoir des types d'infractions, cela ne signifie pas qu'on ne les sanctionnait pas avant, mais on les sanctionnait en vertu de notre loi pénale qui n'était pas rédigée dans les termes de l'acte uniforme. Donc maintenant, j'imagine que c'est plus coercitif. Non, pas du tout, ce n'est pas plus coercitif. Seulement, c'est devenu plus précis. Plus précis. Parce qu'à l'époque, on poursuivait toujours. Vous n'allez pas me dire que les infractions qui sont commises dans la création des sociétés n'étaient pas poursuivies. Elles étaient poursuivies, mais sous l'égide de notre code pénal. Seulement, l'incrimination était prévue par l'acte uniforme et on lui rattachait une sanction prévue par notre code pénal. Et aujourd'hui, cette loi-là est venue maintenant. Pas que la loi sort du code pénal ces différentes incriminations, mais aujourd'hui, les incriminations qui sont prévues, les sanctions qui sont prévues ici, ont l'avantage d'être cohérentes, de se rattacher directement, de reprendre les termes qui ont été prévus par les actes uniformes pour leur donner des sanctions bien appropriées. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une procédure spéciale qui va naître. La même procédure sera conduite selon notre code de procédure pénale qui, lui, n'a pas bougé d'un iota. Non plus, notre code pénal n'a pas bougé, mais seulement, cette loi est venue plus, même maintenant dans un seul document, dans un seul corpus juridique, ces incriminations qui étaient prévues, ces infractions qui étaient prévues par l'acte uniforme et les sanctions maintenant que l'État ivoirien a édictées. Comme vous l'avez dit, ça devient de plus en plus précis, on va dire de plus en plus ciblé pour qu'il n'y ait plus de flottement. Alors, on a parlé de plusieurs pans, hein. Faute de gestion, faute d'administration, faute de direction. Un exemple de faute de gestion, on va prendre cas par cas. Bon, un exemple de faute de gestion. Vous êtes dirigeant d'une société et il se trouve que vous savez qu'il y a des actes qui sont contraires à l'intérêt de la société, et vous les posez. Par exemple, vous prenez le crédit de la société pour avoir des marchés que vous faites à votre nom personnel. Ça, c'est une faute du dirigeant de l'entreprise.
ou bien il prend les documents de la société pour poser des actes qui favorisent d'autres sociétés dont il est certainement personnellement actionnaire, associé. Il est seul, par exemple, associé. Je vous prends un exemple précis. Marco et Kiobien créent une société. Et je trouve que cette société est très prospère. Les personnes commencent à lui faire confiance. On lui donne des marchés. Et au lieu d'utiliser ces marchés-là pour le compte de la société, l'un d'entre nous, je ne dirais pas lequel, parce que nous savons que nous sommes tous honnêtes. Bon, donc, dans ces conditions-là, c'est peut-être notre troisième associé que nous avons mis à la tête parce que nous ne pouvons pas matériellement diriger la société. Et il se met à utiliser le crédit de cette société pour créer d'autres faits qui n'ont rien à voir avec la société. Il prend le marché de la société, il va les exécuter autrement et il encaisse l'argent à titre personnel. Ça, c'est une faute de gestion. C'est une faute de gestion. Ou bien, pendant 3 ans, celui qui doit convoquer l'Assemblée générale, pendant 3 ans, il ne convoque pas l'Assemblée générale. On lui demande des comptes, il refuse de nous rendre compte. Il dit, mais de toutes les façons, c'est moi qui suis là tous les matins, c'est moi qui me lève, c'est moi qui dirige. Si vous m'avez mis là, je fais les choses comme je l'entends, vous n'avez rien à chercher ici. Il ne convoque pas l'Assemblée générale. En ce moment-là, c'est une faute de gestion. Et la faute d'administration? Et la faute d'administration, c'est peut-être le président d'un conseil d'administration qu'on dit, on fait une réunion de conseil d'administration. Il faut un quorum. Le quorum n'est pas atteint. On dit, bon, le président du conseil d'administration a démis ses fonctions. Ou bien un matin, il arrive, on a fermé les serrures. Ou bien le président du conseil d'administration, seul, s'assoit dans son bureau, il dit, à partir de maintenant, tous les administrateurs sont démis. Ou bien, il convoque une réunion de conseil d'administration sans nous délivrer les convocations qu'il faut à temps opportun. Il prend des décisions, il décide de les exécuter. Il dit, c'est moi le président du conseil d'administration, les autres, ce ne sont que des accompagnants. Je les jette dehors quand je veux. Et toutes ces fautes-là. Il y avait des sanctions. Mais aujourd'hui, ces sanctions-là ont été mises dans un document prévu. Mais les sanctions, il y a des spécificités de ces sanctions-là. La loi a plusieurs articles, je ne vais pas dans quelques minutes. Et on va revenir, oui. sur la faute de direction. On va terminer avec ça, la faute de direction. Une faute de direction. Oui, je vous appelle la faute de direction. Vous n'avez pas un autre exemple? Non, quand on dit faute de direction, c'est le fait de diriger contrairement aux règles. Contrairement aux règles, oui. Oui, par exemple, il y a un dirigeant de société, comme je l'ai dit, qui, tous les matins, les biens de la société sortent. On ne sait pas où ils vont. Il dit non, c'est moi qui suis le directeur, c'est moi qui peux faire tout avec les biens de la société. C'est moi qui peux utiliser les tables, bancs, les chaises de la société, je les vends comme je veux, je fais tout ce que je veux. À l'époque, on disait que c'est le détournement. Mais aujourd'hui, l'acte uniforme a bien précisé ce type de détournement. Et c'est un bon point pour le milieu des affaires dans notre pays? Bien sûr, c'est un bon point parce que lorsqu'on remarque bien, aujourd'hui, plusieurs sociétés s'effondrent, non pas parce qu'elles ne sont pas performantes, mais seulement il y a des fautes qui sont commises mais qui ne sont pas sanctionnées. Il y a des actionnaires qui, vous n'avez pas eu l'occasion de me demander, j'allais en venir, sur la banqueroute. Il y a des personnes qui disent, bon, qui voient que la société est prospère, elles s'arrangent à simuler une faillite. Et la société disparaît. Et le lendemain, vous venez voir, les mêmes personnes là, aujourd'hui, se remettent dans les locaux de la société et créent leur société à elles. Par exemple, le dirigeant d'une société qui s'arrange par des manœuvres qu'on ne qualifierait pas d'honnêtes, qui mettent la société à genoux, comme le dit le commun des mortels, et le lendemain, vous le voyez, il revient dans les locaux de la société, il crée une société à lui tout seul. Et quand on regarde bien, en principe, selon les indicateurs financiers, la société ne pouvait pas tomber en faillite. Mais malgré tout, c'est un fait accompli. Elle est en faillite. Facilement faillite. Ou bien des liquidateurs de sociétés. On allait en venir. C'est pour ça que je n'ai pas posé la question, parce que j'allais venir avec la liquidation. Les liquidateurs de sociétés, il y a des liquidations aujourd'hui qui sont depuis 5 ans, depuis 10 ans. Il n'y a aucune réunion, il n'y a aucune assemblée. On ne sait pas où ces liquidateurs. Or, des sociétés, des employés attendent cette liquidation-là pour ne serait-ce qu'avoir leur droit de rupture de contrat. Parce que lorsque la société est en liquidation, les contrats sont rompus, il faut payer des droits. Et ces personnes attendent. Ou bien on apprend que les biens de la société en liquidation ont été vendus à un tel ou à un tel, il y a un tel qui a acheté, ou bien c'est le liquidateur lui-même. On le voit rouler dans les voitures de la société. Lorsqu'on regarde les documents, les cartes grises sont à lui, et c'est lui qui les a achetés. Tous ces faits-là, à l'époque, étaient sanctionnés, certes, mais aujourd'hui, il y a une loi spécifique pour ces sanctions, pour ces actes spécifiques. Ok, une loi plus précise et plus ciblée qui va permettre quand même d'avoir une certaine harmonie dans le milieu des affaires. Merci à vous, maître.
La semaine prochaine ou dans 2 semaines, on va aborder d'autres thèmes très intéressants qui touchent à chaque pan de la justice et en gageant que cette loi fasse avancer la justice et protège donc toutes ces entreprises qui sont le moteur de l'économie d'un pays. Voilà, le moteur de Matin Bonheur, c'est bien sûr toutes ces équipes techniques-là qui travaillent, dirigées ce matin par Christelle Akoussa, sans oublier les agents au sol et ceux là-haut. On vous souhaite de passer une très très bonne journée et surtout, gardez toujours la pêche et la foi. Bonne journée. Ciao, ciao.